Salut tout le monde, bienvenue à ce sixième vidéo sur le jeu PAX Renaissance deuxième édition, publié par Ion Game Design et Sierra Madre Games en 2021. Dans ce vidéo, on va voir les deux one-shots de guerre civile. Alors c'est là que ça devient sérieux et c'est là qu'on va commencer à faire ce qu'on appelle un deep dive dans le jeu, là, puis qu'il y a des lumières, si c'est pas déjà le cas, qui devraient commencer à s'allumer dans votre tête, en tout cas des bases de stratégie ou de possibilités qu'on peut faire avec ce jeu-là. Parce que soyons honnêtes, jusqu'ici, c'est assez basic ce qu'on a vu. Là, on achète des cartes, on joue des cartes, on place des petites pièces d'échecs, ces affaires. Ben, au final, ça donne quoi, là? Mais là, avec ce qu'on va voir aujourd'hui puis dans les prochaines vidéos, là, on tombe vraiment dans le crunch du jeu. OK. Il y a deux types de guerres civiles, les conspiracies, donc les conspirations, ou les peasant revolt, les révoltes de paysans. Fait qu'on va commencer par les conspiracies. Une guerre civile, comme je disais, là, c'est un one-shot. Alors, vous allez trouver ça dans le bas au centre des cartes avec le petit icône de bombe. Là. Ça va être écrit soit Conspiracy ou Peasant Revolt avec la fourche, là, comme on va voir en deuxième ici. Alors, je répète, un one-shot, c'est au moment où le joueur joue sa carte dans son tableau et uniquement là. Ce n'est pas une opération. Là, ça ne peut pas être activé avec les East Ups, les West Ups. C'est uniquement au moment où le joueur joue la carte dans son tableau et c'est optionnel. Comme le trade shift qu'on a vu dans une vidéo précédente, vous n'êtes pas obligé, même si, même si c'est écrit Conspiracy, Peasant Revolt, vous n'êtes pas obligé de le faire. Le joueur qui joue la carte n'est pas obligé de le faire. Par contre, généralement, ben, en tout cas, là, il y a des exceptions quand même, mais je veux dire, quand on achète ces cartes-là, des fois c'est pour essayer de semer le trouble, n'est-ce pas? Fait qu'on on va le faire plus souvent qu'autrement, là, mais pas tout le temps. Fait que c'est la première décision que vous avez à prendre. Quand vous jouez une carte comme ça, vous devez d'abord décider est-ce que le one-shot arrive, quel qu'il soit, là. Fait que ce soit un trade shift, que ce soit ce qu'on va voir là, Conspiracy, Peasant Revolt ou d'autres qu'on va voir dans les prochaines vidéos, là, est-ce que le one-shot arrive? Dans le cas de Conspiracy et Peasant Revolt, si le one-shot n'arrive pas, si vous déclinez la possibilité de faire le one-shot, vous pouvez quand même placer des agents qui sont sur la carte. Alors, dans ce cas-là, pour une raison X, là, la personne joue cette carte-là, elle décide qu'il n'y a pas de conspiracy, il y a deux tours réformistes sur la carte dans le Holy Roman Empire. Alors, le joueur pourrait décider de venir placer là, deux tours réformistes dans le Holy Roman Empire, comme d'habitude, pourrait même, s'il est motivé, payer un florin pour venir réprimer cette tour catholique-là. Okay? Fait qu'on ne s'étendra pas là-dessus parce que ça, on l'a vu textuellement euh, dans les vidéos là, de jouer une carte. Là. Ça, c'est tout simplement l'action de placer des agents sur la carte. On n'est pas là pour ça, on est là pour se tapocher. Alors, qu'arrive-t-il si le joueur décide que oui, il y aura un one-shot, donc dans ce cas-là, il y aura une conspiration? Alors là, c'est là qu'il y a une bataille qui est triguée, comme on a vu aux dernières vidéos. Mais je sais que j'ai dit que j'y reviendrai pas en détail, mais dans ma grande clémence, surtout dans ces premières vidéos-là, là, on va revenir sur les étapes d'une bataille. D'abord, je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, dans une bataille, il y a des attaquants, puis il y a des défenseurs. Et ça va varier en fonction du one-shot. Dans une conspiration, les attaquants sont pas les mêmes que dans un peasant revolt, qui sont pas les mêmes que dans une guerre religieuse, qui sont pas les mêmes que dans une campagne. OK? Donc, dans la première chose qu'il faut faire, c'est définir là, pour chaque one-shot qui sont les attaquants. Fait que d'abord, dans le cas d'une conspiration, du côté des attaquants, alors dans le coin gauche, comme on dit à la boxe, il y a les agents sur la carte. Alors, les agents sur la carte là, vont être des attaquants. Alors, dans ce cas-là, on a deux tours réformistes qui sont des attaquants. Il est de bon ton, il est suggéré, beaucoup de joueurs le font comme ça. On prend à ce moment-là, là, je rappelle que la bataille va se passer dans le Holy Roman Empire parce que c'est la location de la carte. Alors souvent, ce que les joueurs vont faire, c'est qu'ils vont venir placer là, vraiment dans le coin gauche les attaquants ici. Là. Alors j'ai deux tours réformistes là, qui sont prêts à rentrer dans les défenseurs du Holy Roman Empire. S'il y avait un pirate de n'importe quelle couleur en bordure du Holy Roman Empire, là, dans ce cas-là, je rappelle, un pirate ne peut pas être sur une frontière terrestre. Donc, s'il y avait à y avoir un pirate, il serait nécessairement ici, là, sur une frontière maritime. Là. Un pirate de n'importe quelle couleur, ça participe comme attaquant. Gardez en tête, c'est assez facile thématiquement. Là. Les pirates adorent le sang et les guerres civiles. Alors, les pirates sont toujours systématiquement des attaquants dans les guerres civiles, peu importe leur religion.
Et là, c'est là où c'est très flavorful. Tous les chevaliers et les tours qui sont en train de bouder sur la carte du Holy Roman Empire, ou termes techniques qui sont réprimés sur la carte du Holy Roman Empire, se joignent à la fête comme attaquants. Alors là, c'est là où ça prend tout son sens. Là, on a vu déjà une couple de fois là, comment on peut réprimer des fois des pions, des tours, des cavaliers sur ces cartes-là. Là. Alors ça, c'est des nobles qui rongent leurs freins, là, qui ont été frustrés, dépossédés, déshérités, bannis, exilés, name it, là, trouver une explication thématique. Là. Mais c'est des nobles qui n'ont plus la chance là, de siéger, je sais pas trop quoi, là, dans les villes prestigieuses du Holy Roman Empire. Ils ont été débunis de leur possession. Et là, ils sont en train de frustrer solide sur cette carte-là. Alors, eux autres, quand ils apprennent qu'il y a une conspiracy, là, ils se joignent à la fête comme attaquants. OK? Et là, imaginez encore là, on ramène ça au thème, là, vous êtes un riche banquier, là, puis vous en avez assez là, du régime actuel dans le Holy Roman Empire, là, alors vous financez une conspiration. Là. Et ces nobles-là, là, vous les checkez dans votre carnet d'adresse, là, vous les retraquez peu importe où ils sont, puis vous les avisez, là, vous faites un groupe Facebook et vous les avisez qu'il y a une conspiracy dans le Holy Roman Empire et ils se joignent à la fête. Là. Alors le but de ça, c'est probablement de voler le Holy Roman Empire qui appartient présentement à quelqu'un d'autre, de le prendre carrément pour vous, ou s'il est dans votre tableau, comme on va voir là, un petit peu plus tard, là, de le flipper du côté République. Là. Bref, là on a ici la situation la plus basique possible. Alors on va supposer, là, je vais suivre mon petit exemple, je vous ai fait tout un paquet d'exemples pour la durée du vidéo. Alors c'est le vert qui joue cette carte-là. Alors le vert avait cette carte-là en main ou d'une shot, il l'achète et il la joue tout de suite avec ses deux actions. Là. C'est une carte de l'Est. La carte s'en vient ici. Et là, il dit je fais le one-shot de la conspiration. Alors qu'est-ce qu'on a? On a deux agents de la carte qui sont ici. Parfait. A-t-on des pirates? Non. Y a-t-il, je répète, des tours ou des cavaliers qui sont réprimés? Pas des pions. Ici, on a un pion qui est réprimé, mais c'est considéré un serf, un paysan. Vous aurez douté que dans le Peasant Revolt, ce pion-là va s'énerver. Mais pour l'instant, dans une conspiracy, ce pion-là n'est pas considéré comme attaquant. Alors ça, c'est le coin gauche. Ça, c'est les attaquants. Et qui est défenseur? Dans les deux cas de guerre civile, c'est la même chose. C'est dans le fond là, tous les tokens qui sont dans les villes de l'Empire. C'est ce que le jeu appelle le ruling class, les classes dirigeantes. Alors cette tour-là, là, qui n'est pas évidemment une vraie tour d'échecs, mais qui peut être un noble, une institution, peu importe, là, qui est installée puis qui bosse un peu la ville. Là. Donc, eux autres sont considérés comme défenseurs. Alors, s'il y avait un token sur chacune des villes, là, il y aurait trois défenseurs. Et vous aurez deviné qu'à ce moment-là, la bataille failerait. Okay? Parce qu'il y aurait plus de défenseurs que d'attaquants. Mais là, on est en début de game et c'est classique. En début de game, les empires sont faibles. Les empires sont vulnérables. La grande majorité des empires en début de game, à l'exception de l'Ottoman, n'ont qu'un token sur leur ville. Alors, un petit truc assez facile, mais si vous voyez une carte telle que celle-là, justement dans le market au tout début, sautez dessus, vous allez pouvoir mettre la patte sur un empire là, de la façon probablement la plus facile possible. Alors, rappelez-vous, c'est une bataille, on lance pas de dés, il n'y a rien de flashy là-dedans. Là. Chaque attaquant élimine un défenseur. Alors, dans ce cas-là, là, le vert n'a pas une grosse décision à prendre, les deux attaquants sont pareils. Alors, la tour ici élimine la tour qui est là. Une fois qu'il ne reste plus de défenseurs, on se pose la question, reste-t-il au moins un attaquant? La réponse est oui. La bataille est donc successful. Et je répète que quand on fait un one-shot, on n'a pas le choix de placer les agents. Ce n'est plus un choix une fois qu'on fait un one-shot. Alors là, le vert doit faire quelque chose avec cette tour-là, doit la placer quelque part. Et je répète qu'on se fout, quand on place des agents, on se fout du dessin qui est ici. Complètement. Alors, cette tour réformiste-là peut aller n'importe où. Tiens, on va venir la mettre ici. Just for kicks. Et en passant, le vert est bien content d'avoir ça, parce que là, lui, il vient de mettre la patte sur le Holy Roman Empire. Alors, il aimerait ça que le Holy Roman Empire ait un petit peu de défense pour se protéger, là, parce que comme j'ai dit dans une autre vidéo, là, les empires changent de main assez souvent. Là. Le Holy Roman Empire demeure vulnérable. C'est encore là très thématique, là, suite à une conspiration et un changement de régime. Là. Là, l'empire est un peu shaky. Là. Et c'est pas nécessairement l'endroit le plus stable sur la planète. Mais pour l'instant, c'est pas le temps de s'apitoyer sur notre sort, c'est le temps de festoyer.
Alors, c'est successful. Donc là, il y a un changement de régime. Et ça aussi, on a vu ça. Donc, si le Holy Roman Empire appartenait à un autre joueur, il changerait de main. Il passerait du tableau de ce joueur-là au tableau du vert. Là, dans ce cas-là, il est sur le trône, pas grave. Le vert en prend possession quand même. De prendre possession d'un empire permet au vert, à ce moment-là, de mettre une concession en bordure de cet empire-là. Alors là, le vert, pas fou, va venir mettre une concession ici, là, sur l'eau. Alors là, si jamais il y a un West Trade Fair, il est sur le chemin pour ramasser un peu de fric. Et je vous ai préparé une petite histoire à la Cendrillon, à la Walt Disney. Je vous ai parlé aussi dans la vidéo précédente, quand on fait un regime change, le joueur qui fait le regime change peut décider d'émanciper les tokens qui sont réprimés sur la carte, s'il y en reste. Alors dans ce cas-là, regardons ça, il y a un pion du vert qui est sur le Holy Roman Empire et qui boude là et qui ronge son frein à cet endroit-là. Alors après avoir en fait placé sa concession là, du fait qu'il a gagné le Holy Roman Empire, le vert, en bon Robin des Bois, là, peut décider de prendre son token et de l'émanciper. Alors là, à ce moment-là, il faut qu'il y ait des endroits de libre. Dans le cas d'un pion, il faut que ce soit une frontière. Il y a des frontières de libre. Alors c'est au choix du vert où est-ce qu'il place son pion vert. Il n'est pas obligé de le faire. Ça avait été un pion d'une autre couleur, probablement qu'il aurait resté là. Et finalement, il met ses grosses pattes sur le Holy Roman Empire. Et regardez comment c'est une carte de l'Est qui a trigué le one-shot. Par contre, le Holy Roman Empire est un empire de l'Ouest. Alors on le met le plus à l'ouest possible, le plus loin possible du tableau. Dans ce cas-là, c'est quand même collé sur le tableau. Mais si le vert avait eu d'autres cartes ici, là, je répète qu'il aurait fallu placer l'empire le plus bas possible, le plus loin du tableau du vert possible. Fait que, tu sais, dans la catégorie, ça a été une carte payante, là. Imaginez que le Holy Roman Empire était entre les mains du mauve. Je dis n'importe quoi, là. Alors, puis imaginez que le vert avait déjà cette carte-là dans sa main. Alors, seulement en jouant une carte, une de ces deux actions, là, le vert est allé chercher un empire qui peut l'aider pour certaines win conditions. Le vert a placé une de ses concessions et le vert a libéré une de ses concessions tout en piquant l'Empire au mauve, ce qui en soi probablement nuit au win condition du mauve. À noter que cet empire-là aurait pu être une république dans le tableau du mauve, et là, à ce moment-là, il est flippé, comme j'ai dit dans la vidéo, c'est Regime Change, il est flippé, il revient de son côté king, et il s'en va dans le tableau du joueur là, qui a fait l'attaque successful. Fait que c'est un jet de cartes, là, un jeu de cartes en fait, un card play là, vient de changer le portrait là, du moins au Holy Roman Empire solide. Là. Solide. Alors le jeu est rempli de twists and turns comme ça, là, puis de haha, puis de oh mon Chris. Fait que c'est rempli d'affaires comme ça. Là. Tu sais, là, c'est backstabbing, tu sais, je te pique ça, je joue ça, là, le landscape politique de l'Europe là, va changer énormément au cours du jeu. Je vous fais un deuxième exemple de conspiracy, juste pour être sûr. Alors là, on suppose que c'est le joueur jaune, Monsieur Jaune ici en haut, Monsieur Médici, qui a dans sa main et qui joue cette carte-là, le duc d'Athènes. Alors, ça se passe dans l'Empire ottoman, c'est une conspiracy. On a un seul agent qui est une tour rouge, réformiste. Alors, encore là, il est de bon ton, on va mettre cette tour rouge-là ici pour dire qu'elle est sur le bord d'attaquer l'Ottoman. À première vue, ça n'a pas l'air d'une tâche facile. Ça n'a pas l'air d'une tâche facile. Là. Il y a trois tokens. L'Ottoman, même au début de la game, là, commence très solide. Par contre, fait que là, voici, j'ai un agent. Ce pirate-là ici se joint à la fête. Il adore le sang, il adore les guerres civiles. Et j'ai deux cavaliers catholiques qui boudent ici. Alors au final, j'ai quatre attaquants et seulement trois défenseurs. Alors cette conspiracy-là va être un succès, là, malgré que sur la carte comme telle, c'était assez modeste comme contribution. Là, le board, puis les tokens qui ont été réprimés, puis tout le kit, là, ça vient de me donner une chance. Et c'est là où l'attaquant a une décision à prendre. Qui va survivre? Ce qui est sûr, c'est que ces trois défenseurs-là vont crever. Et ce qui est sûr, c'est que trois attaquants sur quatre vont crever. Le droit de regard de la personne qui a joué la carte, c'est de décider, dans le fond, qui survit au final.
Ça pourrait être le pirate, puis le pirate va rester là. Mais si c'est un des trois autres tokens au final, mettons qu'il élimine le pirate, mettons qu'il élimine l'agent, mettons qu'il élimine un des cavaliers catholiques, rappelez-vous, c'est du 1 pour 1 quand on fait des batailles. Alors lui ici qui reste doit être placé là, sur une des villes de l'Ottoman. C'est probablement mieux que de garder le pirate parce que là au moins le, le joueur jaune se crée une petite défense là, dans l'Empire ottoman là, qui n'est plus que l'ombre de ce qu'il a déjà été. Là. Mais n'empêche. Et je répète, tous les attaquants suite à une bataille qui est successful, si vous pouvez les placer, vous devez les placer. Ils ont combattu pour vous autres, ce sera bien le bout de la marde de dire à ce cavalier-là, merci beaucoup, mais reste en pénitence dans le coin, puis continue de ronger ton frein là, dans le fond du pays. On veut rien savoir que tu occupes une position de pouvoir. Là. Alors les attaquants qui ont combattu pour vous, là, vous leur donnez de promotion puis vous les amenez là, sur la carte de l'Empire comme tel. Alors là, le jaune, même principe, gagne l'Empire ottoman. Il n'y a pas de token réprimé dessus. Par contre, il a toujours le droit de placer sa concession. Et là, il a le choix. Il pourrait placer sa concession ici gratuitement, ou, et là, c'est là où il y a une décision à prendre, il peut payer une pièce pour venir réprimer cette concession-là, s'il veut écœurer le mauve un petit peu. Et c'est là où la décision est très riche, parce que là, si le jaune décide, c'est pas juste une question, ben, j'ai de l'argent, tu peux être sûr que je vais le faire chier, le mauve. Parce que là, maintenant que vous comprenez un petit peu plus, là, si le jaune décide de faire ça, fait que là, il paye un florin à la Chine, il prend le mauve, il l'amène ici, il prend son jaune, il l'amène ici. Là, tu sais, à première vue, c'est comme, ah, tiens, le mauve, tu sais, j'ai réprimé ta concession, puis j'ai mis la mienne à ma place, même si j'aurais pu me mettre ailleurs gratuitement. Puis là, il pogne l'Empire ottoman, puis il l'amène chez eux. Ben là, tout le long que l'Empire ottoman lui appartient, ce token-là réprimé, c'est un problème potentiel pour le jaune. Là. Parce que vous aurez deviné qu'avec les Peasant Revolt qu'on s'apprête à voir, là, ce token mauve-là va participer à la fête. Alors, quand les empires sont dans notre tableau, là, on hésite à réprimer des tokens. Là. Parce que là, à mesure que les tokens s'accumulent, les tokens frustrés s'accumulent sur notre empire, là, on sait qu'on est juste à une conspiration ou à une peasant revolt de perdre la main sur l'empire. Alors, voilà un cas où dans la vraie vie, là, peut-être que le jaune aurait dit, ouais, sais-tu quoi? Je vais laisser le mauve tranquille, puis je vais venir mettre ma concession ici. Premièrement, ça ne coûte pas d'argent de faire ça parce qu'il ne réprime pas personne. Puis deuxièmement, au moins, il ramasse un empire ottoman qui est clean, entre guillemets, là, puis qu'il n'y a plus personne de frustré dessus. Là. Alors, il y a une richesse, là, puis c'est là qu'on peut commencer à regarder le market. Puis si effectivement, là, il y a une peasant revolt qui s'en vient dans l'Empire ottoman, oubliez ça. S'il n'y en a pas dans le market, vous pouvez dire, bah, écoute, je garderai l'ottoman le temps que ça passe, puis peut-être qu'il n'y aura jamais de peasant revolt qui va arriver dans l'Empire ottoman. Il y en a une certaine quantité d'un cartes, puis ces cartes-là sont peut-être même pas dans le deck ou sont déjà passées, ont déjà été jouées. Ah, les gars, incroyable. Bref, voici la situation au final avec l'Empire ottoman qui appartient maintenant aux jaunes avec un minable cavalier catholique qui est là, donc encore là, très faible, très shaky. Révolte paysanne, même affaire, c'est considéré une guerre civile. La conspiration puis Pleasant Revolt, c'est considéré des guerres civiles. Les attaquants sont les agents, ou typiquement, là, dans le cas des révoltes paysannes, les attaquants, vous allez voir des pions. Là. Dans les conspiracies, vous allez voir des cavaliers puis des tours. Typiquement, dans le cas d'une peasant revolt, vous allez voir des pions. Rappelez-vous, là, je dis les agents, dans les deux cas, là, les bishops ne se battent pas. Les bishops ne se battent pas. Vous avez à voir des fois des peasant revolt, des conspiracies, où le seul agent est un bishop. Vous pouvez quand même faire une conspiracy, vous pouvez quand même faire une peasant revolt, mais il n'y a aucun token de la carte qui va venir vous aider comme attaquant. Ceci dit, vous allez quand même devoir placer le bishop parce qu'on doit placer les agents chaque fois qu'on fait le one-shot. Donc, les agents de la carte, même affaire, sauf les bishops. Les pirates adjacents, peu importe la couleur parce qu'ils aiment toujours ça se battre. Vos concessions adjacentes. Vos concessions adjacentes. Pas n'importe quelle concession adjacente, vos concessions adjacentes. Par contre,
tous les pions réprimés, tous les pions frustrés sur l'Empire. Alors, adjacent, c'est seulement vos concessions qui comptent. Sur l'Empire, c'est n'importe quel pion frustré là, qui se révolte. Peasant Revolt, c'est considéré des serfs, comme je disais, S-E-R-F-S. Rappelez-vous vos cours d'histoire au secondaire, n'est-ce pas? Fait que tous les pions réprimés se révoltent et seulement vos concessions adjacentes participent à la fête. Et les défenseurs, c'est la même chose, les classes dirigeantes. Alors, c'est une guerre civile, on se révolte contre le pouvoir en place pour renverser le gouvernement actuel. Trois exemples. Joueur jaune, encore lui qui joue les pactistes de Catalogne, les Catalans pactistes. Alors, c'est une peasant revolt en Aragon. Il y a un attaquant déjà qui est sur la carte. Fait qu'encore là, étant donné que c'est le jaune qui joue la carte, là, typiquement, on va prendre un de ses pions à lui. Là, puis temporairement, là, c'est pas une concession encore, ça là, on vient juste le mettre à côté pour dire que c'est un attaquant. Y a-t-il des pirates autour? Non. Y a-t-il de ces concessions autour? Oui. Et y a-t-il des pions réprimés sur l'Empire? Non. Alors, un pour un, dans ce cas-là, on va garder ça simple. L'agent sur la carte bump le cavalier catholique. Reste-t-il au moins un attaquant? Oui. Le jaune s'empare d'Aragon, qui s'en va à l'ouest, a le droit de placer une concession, va venir mettre cette concession-là ici. Je la mets là pour les fins de l'exemple, mais théoriquement, dans la majorité du temps, c'est mieux de la mettre sur une sea border pour être capable de tirer profit là, de ceux qui vont faire des trade fairs pour gagner du fric. That's it, il n'y avait pas de token réprimé sur la carte. Fait que là, vous voyez comment que ça va vite. Là, déjà, bon, le jaune a deux empires, deux kings même, je dirais. Alors, deux kings, le mauve en a pas, le vert en a un. Un autre king pour le jaune, puis il menace avec cette win condition-là. Puis vous voyez comment vite les empires changent de main. Alors, c'est pour ça, comme je disais dans la vidéo, c'est win condition, que la victoire impériale est très populaire. Elle arrive souvent, là, parce que des fois, là, bing, bing, on pense que tout est correct, là, puis quelqu'un nous vole un king, ça change la balance du pouvoir, puis là, soudainement, un joueur se retrouve avec deux kings de plus que tout le monde, puis est en mesure de gagner la game. Deuxième exemple, le jaune, encore lui, joue cette carte-là, Flanders Guild. Alors, ça se passe en France, Peasant Revolt, il y a un agent sur la carte, parfait. Alors, le jaune, encore là, prend un de ses petits. Alors, ça c'est l'agent de la carte. Il participe comme attaquant. Y a-t-il des pirates adjacents? Non. Y a-t-il de ces concessions qui sont adjacentes? Oui. À noter que le vert ne participe pas à la fête. La concession du vert, même s'il est adjacente à la France, même si c'est un pion, ne participe pas à la fête comme attaquant. Seulement les concessions de la couleur du joueur. Sauf que, y a-t-il un pion réprimé en France? La réponse c'est oui. Et le jaune étant crapaud, c'est lui qui décide là, qui meurt dans le combat. Là. On dirait que c'est lui qui assigne, c'est lui qui place ses unités lors du combat, là, puis qui dit probablement aux mauves, allez-y vous autres en avant. Là. Fait que donc le jaune peut décider, puis c'est probablement ça qu'il va faire, que c'est cet attaquant-là qui meurt, ce défenseur-là meurt. Et là, ça c'était un agent de la carte. Et il y a de la place. Alors le jaune peut venir mettre cet agent-là sur la carte, à la frontière en fait, là, entre la France et l'Angleterre. Alors ça, là, c'est l'agent. Ça, là, c'est l'agent qui était. C'est pas scrollé, my god. L'ordi en arrache encore. Ce pion-là, je rappelle, c'est l'agent qui est ici. Ce n'est pas le pion qui est gagné suite à la prise de la France. Le pion qui est gagné suite à la prise de la France, le jaune le place à ce moment-ci. Et ce pion-là, s'il veut, là, il peut venir réprimer le pion du vert. Alors encore là, le jaune pourrait décider de payer un florin, de prendre ce pion-là, de venir le réprimer en France et de mettre une concession ici. Et là, la France s'en va dans son tableau. Encore là, il ne peut pas décider où il la place. Il ne peut pas, même s'il veut la placer dans le fond
entre Aragon et son tableau, il doit la placer le plus à l'ouest possible de son tableau. Et encore là, ça va peut-être revenir le hanter. La concession du vert qui a été réprimée reste sur la France. Et là, regardez, c'est bien beau, mais regardez comment la France est vulnérable. Il n'y a même plus de token. Alors, une attaque avec un seul attaquant contre la France, success, automatique. N'importe quelle conspiracy qui vient avec un agent, n'importe quelle peasant revolt qui vient avec un agent, en tout cas, là, la France est extrêmement, extrêmement faible. Les prochains trade fairs, puis c'est typique, des fois on va faire un trade fair après s'être procuré un empire pour venir faire une levée d'au moins un token pour venir la protéger un peu. Et là encore là, comme je disais dans la vidéo, je pense précédent, là, de l'importance des empires, regardez comment rapidement le jaune s'est ramassé avec des concessions. C'est épouvantable. Le jaune a 5 concessions en ce moment. Je sais bien que c'est arrangé avec le gars des vues, comme on dit à bon québécois, mais le vert en a juste une, puis le mauve en a juste une. Alors là, si le jaune réussit à avoir là, un prestige de bateau, là, il menace pour cette win condition-là. On voit tout le lien là, avec les win conditions puis les trucs que les joueurs peuvent faire là, avec le bon timing puis les bonnes cartes. Et dernier exemple, là, on va donner un petit peu d'amour au vert. Alors là, le vert, là, ça va se faire en deux shots. Là. Alors là, le vert, donc qu'est-ce qu'il regarde, le vert? Il regarde cette carte-là ici. Puis là, il se dit, ouais, c'est pas pire, mais, tiens, admettons, on va faire un exemple simple. Admettons que le vert a pas cette, admettons que le vert avait mis cette concession-là ici. On va mettre un petit peu de piquant. Ok. Le vert regarde cette carte-là, c'est un Peasant Revolt en Hongrie. Bon, il n'y a personne de réprimé en Hongrie, il n'y a pas de pirates adjacents à la Hongrie, il n'y a pas de ces concessions adjacentes à la Hongrie, donc tout ce qu'il y a, c'est l'agent qui est ici. Alors, l'agent qui est ici va venir se bumper contre le Knight catholique qui est là, le cavalier catholique qui est là, puis l'attaque va être un échec parce qu'il ne restera plus d'attaquants. Alors, le vert planifie un petit peu d'avance, et va venir jouer, avant de jouer ça, va venir jouer cette carte-là ici, qui est une carte de l'Empire ottoman. À noter, cette carte-là n'a pas de one-shot, mais cette carte-là permet de placer deux concessions. Alors le vert joue cette carte-là, il est obligé de la jouer, je répète, le plus à l'est possible de son tableau. Il ne choisit pas son emplacement. Et là, le vert va venir mettre, donc c'est une carte de l'Ottoman, mais regardez comment l'Ottoman a une frontière commune avec la Hongrie. Alors le vert peut venir mettre une concession ici. Le vert peut payer 1 pour venir réprimer une concession du jaune, parce qu'il trouve que le jaune commence à avoir pas mal de concessions. Et cette concession réprimée-là, en prime, s'en va bouder sur les Ottomans qui appartiennent aux jaunes. Alors c'est très cool là, pour le bon move du vert. Là. Il crée un peu de problème interne dans l'Empire ottoman qui appartient pas à Anyway, puis il vient remplacer une concession par une des siennes. Et après avoir joué cette carte-là, il va venir jouer cette carte-là ici. Mettons qu'il y avait les deux en main, là, que c'est un grand stratège. Il va venir jouer cette carte-là ici. Alors là, on a une révolte paysanne en Hongrie. Alors, il y a un agent sur la carte. Il n'y a pas de pirate. Il a. Oups. Bon, ça fait peur, ça. Il a une concession adjacente et un agent qui vient de la carte. Alors, l'agent qui vient de la carte bump le Knight catholique. Il reste au moins un attaquant. Alors, la bataille est successful. Changement de régime en Hongrie. Il prend la Hongrie, il l'amène ici. Il n'y a pas de tokens qui sont réprimés. Par contre, il a toujours le droit de placer une de ses concessions. Et là, il va prendre sa concession, mettons, puis il va venir la placer ici. Et là, soudainement, pour le East Trade Fair, le vert est extrêmement bien placé. Et regardez comment, avec deux card play, on est venu complètement changer la balance du nombre de concessions qu'il y a sur le board. C'est rendu 4 à 4. Alors là, ça c'est très dynamique. Là. Ça change. Là, puis c'est là où vous allez agoniser. Là. Puis là, imaginez, là, on fait juste checker le one-shot en bas des cartes pour voir Conspiracies puis Peasant Revolts, mais ces cartes-là ont des icônes, ils ont du prestige pour les win conditions, ils ont un certain coût, ils ont des florins dessus qui viennent offsetter leur coût, là. C'est incroyable. On ne fait que gratter là, la surface du jeu. Là. Mais là, vous allez comprendre pourquoi c'est coté 8.5
sur Board Game Geek, là, puis que, on va dire, comme je me rappelle plus trop quelle marque de bière, là, ceux qui aiment ce jeu-là l'aiment beaucoup, là. Tu sais, c'est Those who like it a lot. Je pense que c'était le slogan d'Alexander Keats à une certaine époque. OK. Deux petites affaires avant de vous laisser. Deux petites choses que j'ai préparées, là. Alors, voici, voici une carte de Peasant Revolt. Voici un exemple de carte de Peasant Revolt avec un Bishop comme agent. Alors, vous allez devoir placer le Bishop quelque part si vous faites un Peasant Revolt, quelque part au Papal States, quelque part dans The West. Mais je répète, le Bishop n'est pas un attaquant. Jamais. Dans un Peasant Revolt, dans une Conspiracy, jamais, ever, le Bishop est un attaquant. Mais pas grave, vous pouvez faire un Peasant Revolt avec cette carte-là. Et voici un exemple un peu moins traditionnel, mais quand même, où on a un Peasant Revolt où l'agent est un pirate. Alors encore là, vous pourriez faire clasher le pirate puis que ce soit lui qui meurt, mais sinon, s'il demeure, ben, vous pouvez le placer comme n'importe quel agent là, que vous avez le droit de placer. Là. Fait que c'est la grande majorité du temps, je dirais 80-90% du temps, quand vous avez des conspiracy one-shot, vous allez avoir des tours puis des cavaliers qui vont pouvoir participer comme attaquants. Puis quand vous allez avoir des peasant revolt, vous allez avoir des pions. Là, il y a des petites exceptions comme les bishops des fois, puis les pirates. Mais les pirates se battent. Les pirates se battent, eux autres, contrairement aux bishops, là, ils peuvent être choisis comme victimes là, dans le clash attaquant-défenseur. Alors voilà, ma foi, c'est parti et ce n'est qu'un début. Alors, prochaine vidéo, on va voir les guerres religieuses. C'est très semblable. Encore là, vous voyez comment on fait du millage là, sur le concept là, de bataille et le concept de regime change. Là. Puis ça va demeurer de même tout le long. Là. Fait que là, plus ça va aller, là, plus les vidéos, là, ça va bien rouler. Là, parce que là, on va voir les guerres religieuses, à part que les attaquants changent, puis les défenseurs changent, là, c'est pas mal du pareil au même. J'ai fait celui-là un petit peu plus long pour bien asseoir là, les concepts là, de OK, c'est vrai une bataille, là, c'est comment ça se passe dans la vraie vie. Là. Mais là, après ça, on va pouvoir flyer un petit peu pour les prochains vidéos. Alors, comme d'habitude, merci de votre écoute et lâchez pas, on avance dans la playlist et ça va devenir de plus en plus flavorful. À plus.